Dis Corté, tu veux faire quoi aujourd'hui? La même chose que chaque jour, Gilus. Tenter de conquérir le monde avec un VPN. C'est Gilus et Corté, c'est Corté et Gilus. Ils sont là pour vous protéger, vous et vos données. Avec ce logiciel, ni virus ni malware. Et en plus, le catalogue Netflix, Flix. Ça vous permettra d'échapper au fisc, de faire le tour du globe, New York, Tokyo, Groenland, pour voir l'espace d'un clic et changer de pays. On se fera du fric, sur vos dos ça va de soi, et grâce à l'inflation, nos prix exploseront. Et comme ça, on aura un beau pas, las. On vous emmerde tous. Ciao. Eh ben, ça a bien changé les pubs pour cette boîte. J'achète! Gore VPN, parce que là où nous touchons nos consommateurs, c'est là où ça fait mal. Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Dites-moi, quand je vous parle d'un cocaïnomane qui adore faire la fête et le show, vous pensez au chroniqueur de TPMP Cyril Hanouna? Oui, non, je veux dire non, je voulais parler de Frédéric Becbédé. Frédéric Becbédé, fils de Jean-Michel Becbédé, qui était chasseur de tête et traquait les grands patrons et hauts administrateurs. Chasseur de patrons, on en aurait bien besoin en ce moment. Ah, mais si vous voulez plus de détails sur ce bonhomme, je vous conseille de lire le livre du fiston, un roman français avec en début de livre une préface de Michel Houellebecq. J'entends déjà sa voix. Et je vois déjà les images de son porno. Mais bref, si on revient sur Becbédé, il venait d'une famille bourgeoise et catholique. Et il a aussi un frère Charles qui lui a gardé la prospérité de la famille et est donc très riche. Et il était même très de droite, voire ultra droite. Bonjour. Ta gueule, toi! Il était même tellement riche qu'il avait acheté des terres en Ukraine pour sa société de production agricole. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Non. Les affaires marchent en ce moment. Les thunes doivent pas venir à foison vu ce qui se passe là-bas. Bon, tu vas nous parler de Becbédé, oui ou merde? Oui, bref. Fred est donc un auteur, critique, scénariste et animateur qui a tout d'abord fait sa première entrée dans le monde télévisuel avec l'émission Temps X des frères Bogdanov en 1979. Les mentons se rejoignent. Mais avant d'avoir une carrière à la télévision, il aura fait des études de marketing vers la fin de ses études en 1985, où il aura créé un club dans sa Sciences Po pour les fêtes et autres parties sulfureuses qui se nommera Cacas Club. Ça ne devait pas sentir la rose au Cacas Club. Ouh, c'est la fête! Ouais, c'est la fête. Je me sortais de chez moi là! Une bien drôle de partie qui peut vite dégénérer. Mais bon, que signifie donc ce nom? Ça veut dire club des analphabètes cons mais attachants. Ouais. Nous sommes au premier degré. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas à plaire, à épater les gens, nous cherchons à nous amuser, c'est tout. Mais non, c'est tout. Et je bois par l'oreille pour le coup. Frédéric, il y a une erreur. Puis-je intervenir? Pour la première fois en Europe, je bois par l'oreille. Frédéric, il y a une erreur. Oui, c'est pas Frédéric, c'est une erreur. Je bois à la santé des pauvres. C'est bien l'esprit Becbédé, ça. Ce qui fait que grâce à ce club de fêlés, il sera repéré par Ardisson et fera pendant quelques temps des émissions avec lui. Mais voilà qu'en 1990, à l'âge de 25 ans, il sortira son premier roman, Mémoire d'un homme dérangé. Ce ne serait pas en rapport avec ses addictions? Possible. Mais je ne peux m'empêcher de vous partager cet avis qui résume bien son livre. Le roman le plus snob de la rentrée? N'hésitez pas, ce sont les mémoires d'un jeune homme dérangé, prestamment enlevé par un godelureau éthylique, nihiliste et sarcastique. Du pain béni. Et ce fut du pain béni pour lui, parce qu'il continuera dans ce domaine littéraire très brut sur sa manière de raconter ses histoires et son style qui lui est propre pour se parfaire dans ce milieu. Donc il aura reçu plein de prix littéraires et il sera même approché par une boîte de pub, Young and Rubicam, où il travaillera pendant 5 ans en présentant des slogans célèbres qui ont marqué les consommateurs, comme par exemple: bon les gars, on n'a pas beaucoup de budget, donc on va faire ça en une prise. Alors, action! Et vous? C'est quoi votre téléphone? Quitte à aimer le son, autant avoir l'image. Regardez-moi dans les yeux. J'ai les yeux.
Oui, le Fredo avait des titres de pub qui étaient très faciles pour qu'on s'en rappelle. Je me demande d'ailleurs comment étaient ces réunions pour vendre ces phrases. Le mec, il a un Kinder, il le mange. Et là, il dit c'est bon. C'est génial. C'est pas ce qu'on attendait. Hein. Un peu d'héros. Le mec, il a un Kinder, il a des enfants, alors les enfants, ils disent, vous voulez voir mon Kinder surprise? En fait, ils montent ça. C'est génial. C'est pas ce qu'on attendait. Un peu d'essence. C'est un genre de tennis, il a une raquette, il tape dans la pièce, ça va dans la fente de la machine, il a le Kinder, comme ça la fille a la donc. C'est génial. Vendu. Esprit 90. Mais voilà qu'après ces 5 années de dur labeur, il se fera licencier par la boîte. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Pourquoi? Parce qu'il a sorti une semaine avant un livre qui allait critiquer le domaine de la publicité, j'ai nommé 99 francs. Donc on peut dire que ça n'a pas dû plaire au boss de la boîte. J'ai dû quitter les locaux professionnels en 10 minutes. À 10 Prendre minutes. mes affaires et partir. Ah oui, c'est vraiment la faute grave. C'est comme si j'étais vraiment un traître. Oui, il fallait que je m'en aille très vite. Et quand tu as dans ton bouquin « J'écris ce livre pour me faire virer », c'est carrément un suicide professionnel pur et simple ou une envie de vivre du côté de la liberté et de l'insouciance. À vous de voir. Mais bon, il s'en remettra en continuant à écrire ses livres et en soutenant pendant un certain temps Robert Rue à la présidentielle de 2002. Camoulox. Quand vous avez été candidat au présidentiel, vous avez confié votre campagne de publicité à Frédéric Becbédé, dont la première recommandation était de transformer le nom carrément, d'appeler ça le Parti humaniste français. Bon, ça n'a pas marché. J'ai pas réussi à convaincre Robert de renoncer à cette longue histoire. Voilà. Mais peut-être ai-je eu tort. Mais le slogan qui est plus que jamais valable, c'était « Aidons la gauche à rester de gauche ». Alors ? En tout cas, le Coco aime bien suivre les sniffers. Bref, en plus de ça, il présentera une émission TV pour Canal+, qui se nommera Hyper Show et qui sera diffusée de septembre à novembre 2002. Hey, tu veux voir un truc cool? Un vrai coup dur. Surtout qu'en plus, ça devait remplacer l'émission star de l'époque, Nulle part ailleurs. C'est comme offrir un cadeau empoisonné. Dommage parce qu'il y avait une superbe énergie déjantée avec Becbédé et Jonathan Lambert, et puis on avait des invités de prestige. Mais peut-être que la poudre n'a pas pris. Vous l'avez? Il ne faut pas aussi oublier qu'il a présenté son émission pendant une période assez noire de Canal+, bien avant l'arrivée de Bolloré. L'esprit Canal avait déjà commencé à disparaître et à se restreindre. En avril 2002, Pierre Lescure est limogé du poste de président du directoire quelques jours seulement après la démission de Denis Oliven, numéro 2 de la chaîne. Le coup de grâce a été donné par le big boss de Vivendi Universal, Jean-Marie Messier, qui commence à devenir un spécialiste de la chose. Ben oui, le fameux pacte d'actionnaires qui avait précipité le départ d'André Rousselet 8 ans plus tôt, c'était déjà lui. La raison invoquée par J2M, comme on l'appelait à l'époque, est que Lescure n'a pas réussi à faire réduire les pertes colossales du groupe. Fils de pute, FILSDE, PUTE. Mais le studio le reprendra pour être chroniqueur du Grand Journal de 2005 à 2007, tout en étant animateur de l'émission hebdomadaire de critique littéraire et cinématographique, Le Cercle, et tout en dirigeant le magazine Lui en 2013, jusqu'à ce que vint l'arrivée du fossoyeur Bobo et se fasse éjecter de la chaîne en 2015. Il aime se faire virer. Après, il aura tellement travaillé dans d'autres secteurs du côté journalier de la radio et de la télévision qu'il trouvera toujours un job en traversant la rue. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de sa bio pour connaître le personnage haut en couleur, parlons maintenant de sa carrière au cinéma. Et ne me demandez surtout pas de parler de ses positions controversées parce que sinon ça va prendre des plombes, je vais vite m'énerver sur ce que je vais découvrir et ce sera vite. Au bûcher! C'est le bûcher! Fermez-la 2 secondes! Par exemple ça, c'est direct la prison à vie. On va coucher Gabriel avec une gamine de 12 ans et demi. Et nous, on va aller voir des putes de 62 ans. Pourquoi on ferait pas l'inverse? Mettez-lui les menottes. Maintenant que tout est dit, reprenons. Donc après avoir participé au scénario de L'infortune de la beauté, il aura la chance d'avoir une adaptation de son livre 99 francs sur grand écran en 2007. Et il sera réalisé par Jeanne Kounen, un bon vieux décérébré de la caméra et de l'esprit Canal, avec un Jean Dujardin over the top pour jouer Octave. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a prise de vie avec Sushi? J'en peux plus. Il y a tout l'esprit déjanté de Canal+ des années 90. Mais ce n'est pas un produit Canal+. C'est dommage parce que pour un budget de 12 447 638 €, il aura pu rentabiliser tout ça avec 1 233 503 spectateurs. On peut donc proposer des œuvres qui ne sont pas des comédies, qui fonctionnent et qui sont ambitieuses. Et grâce à ce succès, Frédéric écrira la suite de 99 francs, Au secours pardon, où il y aurait dû y avoir une adaptation avec la même
équipe, mais ça ne s'est pas fait. Kounen voulait aller dans d'autres horizons. Et puis avec l'arrestation de Fred en possession de cocaïne en 2008, ça a dû freiner les investisseurs. Vous partez en courant. Ouais. En laissant la carte avec mon nom thermoformé dessus. Voilà. Et il vous coffre. Donc soit, après avoir fait son chèque pour payer sa libération, il adaptera et réalisera en 2012 un autre de ses livres avec L'amour dure 3 ans. Si je dois résumer ce métrage, il a des essais de narration et de mise en scène intéressantes, avec des dialogues qui tapent fort, mais il y a un je ne sais quoi qui m'empêche d'apprécier ce film à sa juste valeur. Déjà, ce n'est que mon avis, je crois que tout ce que fait et joue Gaspard Proust sonne faux. Désolé, mais il y a tout ce qui m'insupporte chez lui, ce qui fait que ça m'a empêché de m'immerger complètement. Même son one-man show pour Éric Zemmour. Ce qui serait important, c'est que tu mettes les gens à l'aise, qu'il n'y ait pas de favoritisme pour l'une ou l'autre écurie politique. On n'est pas là pour orienter l'avis de nos lecteurs. L'important, c'est qu'ils passent un bon moment et qu'à la fin, tout le monde rentre à la maison en se disant, au fond, Zemmour a raison. Faut bien plaire aux vieux baveux. Et rappelle-moi de te planter un marteau et une faucille pour ce que tu viens de me montrer. Puis à un moment, il y a une énergie dans les plans pour que ça devienne un véritable poids mort et qui rompt le rythme. La manière de redéfinir l'amour à notre époque est vraiment centrée sur le point de vue du réalisateur. Ce n'est pas ma définition de l'amour. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais bizarrement, il y a un petit ton, hein, une petite musique. Bref, je reste sur ma faim, mais Bourgoin joue bien. Toutefois, ça a bien marché et donc il pourra aller plus loin ou pas assez loin avec l'adaptation de son livre Au secours pardon, qui se nommera L'idéal. Eh ben enfin, encore un peu et j'allais partir, hein. C'est la vie. Alors voyons voir ce film qui critique le monde de la mode. Donc on nous présente le petit Octave, très jeune, qui est entouré de plein de belles filles pour l'endormir. C'est possible d'avoir la même peluche? Mais voilà qu'il n'arrive pas à s'assoupir et qu'il a besoin de lait, je veux dire qu'il veut rejoindre sa mère. Maman! Ah bah tu comprends pourquoi il n'arrive pas à dormir avec ce bordel. Eh mais qu'est-ce qu'il fout là ce gosse? Oh les jeunes! Est-ce qu'on a le droit d'épouser les enfants en France? Ok, passons. Et donc, après ce générique qui rendrait jaloux toutes les pubs de beauté... L'idéal Paris. Because honestly, you look like shit. Vous avez compris? Ça reprend la marque L'Oréal. Et voici donc Octave Parango, interprété par Gaspard Proust. Eh les gars, où est Jean Dujardin? Où est Jean Dujardin? Ce n'est pas écrit dans mon contrat, bordel de merde, ce n'est pas écrit dans mon contrat. Bon, comme dirait Karine, c'est le syndrome Pignonite aiguë. C'est une horrible, terrible maladie qui semble toucher les personnages de fiction un peu partout dans le monde. Ils sont toujours les mêmes, ils ont perdu aucun souvenir, ils ont les mêmes motivations, les mêmes amis, la même famille, mais leur corps se transforme entre deux films, jusqu'à devenir complètement méconnaissable. Écoute, c'est moi, me voilà, c'est comme ça, t'as pas le choix. D'accord. Et il n'était pas mort? Alors oui, non, je me rappelle hier, ce qui énervait le journaliste russe, c'est que du coup, en mourant, on s'interdisait la possibilité de faire une suite. Mais ce qui est absurde, puisqu'on peut le faire ressusciter comme on veut, en fait, Octave. Oui, puis Il peut se réveiller encore du cauchemar dans le cauchemar. comme il y a deux fins, il peut aussi être heureux sur son île avec... Troisième sa fille. fin. Voilà. Ouais. Bref. On reprend. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non, les affaires marchent en ce moment. Hey, stop it! Mais bon, après avoir eu la présentation de son boulot de modèle scouting de pute, je veux dire de modèle de Russie, et avoir fait la liste de toutes les vierges, il trouve la femme parfaite et lui donne ses arguments pour entrer dans ce milieu de riche, ainsi que de la célébrité qu'elle pourrait avoir ou pas. Sonic va vous causer. Sonic va vous parler. Les enfants, rien n'est plus géant que d'être cajolé par quelqu'un que l'on aime. Mais si quelqu'un essaie de vous ennuyer, là ça ne vous plaît pas, là ça vous dérange, là ce n'est pas bon. Mais voilà qu'elle n'est pas très persuadée par ce qu'il propose. Sauf qu'il lui donne l'argument essentiel pour convaincre tout le monde. Not my fucking problem. C'est tellement la phrase qui a réponse à tout. Les gens vont mourir de faim. Not my fucking problem. Le réchauffement climatique détruit tout sur son passage. Not my fucking problem. Plus de 80% des gens sont contre la réforme des retraites. Not my fucking problem. Astérix, l'Empire du Milieu n'a pas sauvé le cinéma français. Not my fucking problem. Bref, après avoir vu toutes les ficelles de son métier, on nous montre son lieu de travail, l'idéal, et sa collègue Valentine Winfield, interprétée par Audrey Fleurot, qui est une visual coach. Donc, elle s'occupe de la com de la boîte. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quelque chose de très simple. Quelque chose de très simple et de complexe à la fois. En fait, ce qu'on cherche, c'est
la simplexité. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Mais voilà qu'une polémique mondiale va chambouler l'entreprise, et ce chamboulement est donc... Oh, je crois qu'on vient d'atteindre le point. Godwin. Comme sur Twitter et dans la vie, atteins le point Godwin le plus vite possible. Donc, après ce coup qui fait mal... Voici donc la diablesse habillée en Prada, Karen Wang interprétée par Jonathan Lambert, qui a tout pour jouer une parfaite connasse. Mais ne m'emmerde pas avec la liberté de la presse, tu sais très bien que c'est une liberté conditionnelle. On représente 40% de vos pubs. Sans nous, il n'y a plus de JT, il n'y a plus de caméra, t'as plus de salaire. Tu comprends ça? Alors maintenant tu fais comme tu veux, mais je t'aurais prévenu. Et je pense qu'à ton âge, c'est difficile de trouver du travail. Putain! Boom, baby! Et pour sortir de ce pétrin, il faut qu'il cherche une nouvelle caucasienne. Alors caucasienne, c'est le mot qu'on utilise dans la mode pour dire blanc, sans se faire emmerder par SOS Racisme. Merci, monsieur Abitbol. Vous m'avez ouvert les yeux. Et c'est là qu'Octave intervient pour nous faire une énorme tirade sur sa recherche de la beauté pure caucasienne de l'Europe de l'Est. Qu'on va passer parce que c'est du pur bullshit et qui fait ça juste pour sauver sa peau. Et donc la patronne, convaincue par cette histoire sortie de son huc, demande à Octave et Valentine de partir en Russie pour trouver la Vierge perdue et mineure. C'est plus propre. Donc ils cherchent toutes les mineures et vierges de la Russie, mais ne trouvent malheureusement rien. Alors pour se détendre et se ressourcer, ils vont chez Sacha, un oligarque russe qui fournit à Octave ses objets, je veux dire ses modèles de haute qualité. Mais on va plus miser sur le fait qu'ils vont là-bas pour se défoncer et pour boire beaucoup de bouteilles de vodka. Vodka. Donc attachez vos ceintures. Bon, voilà, le manège est fini et... Ah, c'est pas terminé. Bien, alors... Vous êtes sérieux, bande de trous du cul? Je suis complètement défoncé! Donc entrez dans la maison des angoisses avec les improbabilités de la société réunie. Toute l'effervescence de la société. La réunion de toutes les libertés, de tous les vices. Mais attention à ne pas trop en abuser. Funny, not funny. Life, funny. Mais ta gueule, ferme-la. Voilà, un peu de bon sens. Et après qu'Octave ait retrouvé son ex et que Valentine se soit fait taser par des nains... Oui, je veux des nains! Ça se termine avec une énorme orgie et puis on retrouve le lendemain nos deux zigotos avachis l'un à l'autre après une très grosse bonne cuite. Et je remarque que cette partie n'a servi à que dalle! Fuck, motherfucker! Enfin, pas complètement, parce qu'après que Valentine ait demandé en mariage l'ex d'Octave, les drogues et ses méfaits, on apprend qu'elle a une fille cachée de lui. Et c'est là que Valentine se dit que c'est une bonne idée de prendre la fille du gars pour être la sainte vierge de la boîte. Plaît-il? Puis après un bon tabassage en règle par les Pussy Riot, oui, ça existe. I don't understand, I'm féministe. La phrase typique du 21e siècle. Et une scène dans l'ambassade, ils partent au Samara pour retrouver la Vierge promise, qui n'est autre, comme vous l'avez compris, que la fille d'Octave. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est à partir de là où j'ai l'impression qu'on est dans un film de Lelouch où tout paraît niais. Bref, ils retrouvent la fille et... Tu fais quoi ce soir? Tu aimes les personnes âgées? Le caviar, le jet? Mais faites quelque chose, mon Dieu! J'ai dit quelque chose, pas se suicider! Bon, après de durs labeurs, Octave se réveille à l'hôpital, Valentine accouche, et il décide donc de se rabibocher avec sa fille en changeant complètement son caractère de base. Oui, les gens peuvent changer un peu trop facilement à mon goût. Ma fille, ne me mens pas. Où as-tu dormi hier soir? On s'emmerde. Oui, on commence à s'emmerder, Johnny. Donc sa fille lui présente le coin caché de la Russie, ainsi que sa communauté. Ah,
Ouais, je commence à bien aimer ce pays. Et c'est là qu'avec ce groupe, ils ont un plan pour faire chavirer la boîte l'idéal. Je vous l'ai dit qu'Octave a changé du tout au tout. Il est devenu communiste. Champion! Donc on revient en France avec Valentine, accompagné de sa nouvelle compagne et de son enfant, qui découvre que Wang a trouvé sa modèle sans elle. Ouais, regarde qu'elle leur fait, maman. Je sens mieux, non? Ouh, un feu de joie. Je te dirais de faire attention, hein, parce que les flics là en ce moment, ils sont un peu à cran. On dégaine. Oh putain. Bah ouais. Et on tire. Et on tire. Parce qu'on est tous sous tension en ce moment. Mais vous êtes pas sérieux? Bref, après quelques liasses de billets, elle est libérée et Wang lui file sa lettre de démission. Et je vais bien tranquillement boire mon café. Finalement, tu mérites pas d'être une femme. Mais va te faire foutre, Christine Boutin. J'ai pas choisi de l'être, mais quitte à être une femme, autant être une vraie salope. Quoi? Je suis... Bon, finissons-en. Donc on nous présente la nouvelle modèle idéale avec une reprise de la chanson Barbie Girl. Que c'est original. I'm a blonde bimbo girl. Ta gueule! Juste ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule! Et c'est tellement original que tu ramènes les fémènes pour foutre le boxon avec le retour de la masculinité de Wang. Et Valentine qui brûle le bâtiment. On avait dit qu'on faisait un coup pacifique, pas s'attaquer au public, merde! Après ce joyeux bordel, on termine avec une partie de mandoline. Bon, épargne-moi ça. Où tout le groupe finit dans les lieux de itinéraire d'un enfant gâté avec le regard d'Octave qui en dit long. Donc, par où commencer? C'est pas terrible. L'idéal avait tout pour être une bonne suite de 99 francs en critiquant le monde de la mode et de ses produits de beauté. Mais voilà que Beck BD essaye trop de copier le style déjanté de Jeanne Kounen sans en trouver le bon rythme et la bonne synergie pour qu'on soit complètement convaincu par cette histoire et ce métrage. Et puis avec ces moments de silence à chaque séquence de dialogue, ça frôle le malaise risible. Regarde, dans un pré de petits poneys broutent tranquillement dans l'herbe verte. Un écureuil qui passe, comme il est mignon. Peut-être cherche-t-il quelques noisettes à ramener dans son petit terrier. Oh la vache, mais c'est nul! Mais qu'est-ce que je vous disais? Oh non, mais vous me disiez c'est nul. Non mais d'accord, mais là c'est affligeant, y a rien. Déjà, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça a pris de grosses libertés par rapport au livre. En vérité, le film commençait bien. Il reprenait assez bien l'énergie du premier opus. L'aspect très cynique du milieu était bien retranscrit, ainsi que sa vision représentative de la Russie désinvolte après le bolchevisme. Mais je pense que maintenant, ça s'est un peu redressé les miches depuis. Puis il y a une chose qui m'a interpellé. Pourquoi la voix off disparaît? Elle était bien pour présenter l'état d'esprit d'Octave ainsi que sa façon de définir son travail. Puis elle permettait de discuter avec le spectateur pour qu'on ne soit pas perdu par ce domaine qui peut nous être inconnu. Bon, la voix off disparaît certes aux dernières minutes de 99 francs parce qu'il avait enfin trouvé la paix qu'il souhaitait. Et là, dans l'idéal, la communication avec le spectateur s'arrête à 40 minutes de film après la fiesta russe, point barre. À croire que tout ce qui ne va plus, c'est à partir de là. Et puis ça n'aide pas du tout quand tu as une photographie assez inexistante qui se rapproche des téléfilms de TF1. Non mais sérieux, revoyez la colorimétrie et l'imagerie de ce film. Ça proposait beaucoup plus de choses qu'un simple film sur la publicité. Quand tu passes de David Ungaro à Gilles Porte à la direction de la photographie, il n'y a pas photo. Joli jeu de mots. Merci. On voit la différence. C'est trop propre. On se croirait trop dans une publicité. T'as entendu quelque chose? Le bon débit, ouais. Et je sais ce que vous allez me dire. Il y avait déjà une imagerie très publicitaire dans la première aventure d'Octave. Mais en même temps, Kounen expérimentait des choses pour décortiquer la vision de la publicité et de ses horreurs. Il a mis beaucoup de ses références de cinéma, parce que pour lui, publicité et cinéma sont reliés. Mais là, qu'est-ce qu'on a sur le mannequinat? Oui, bon, là, c'est intéressant de voir justement le fait que les femmes sont considérées comme des objets dans ce milieu. Et y a rien après. Je trouve qu'on perd le fil en cours de route. Sa critique du milieu n'est pas à l'extrême de ce qu'on voudrait voir. Il s'éloigne pour qu'on parle des problèmes de libido d'Octave. Si, on a essayé, mais tu y arrivais pas. Ça m'étonnerait ça. Si. Ça m'est jamais arrivé. Non, ça. mais c'est pas grave, attends. Sinon, on peut dire que les décors de Stanislas Redelet retranscrivent bien les endroits filmés. Donc oui, cette esthétique du beau dans l'image pourrait se comprendre, mais ce n'est pas ça qui gêne le plus. Ce qui gêne pour moi, c'est sa façon de présenter la vulgarité qui est mal interprétée. Mais alors pourquoi la vulgarité est moins gênante et fonctionne chez d'autres réalisateurs? Parce que le réalisateur est bon? Mais oui, t'as raison, mais c'est bien sûr! C'est logique, c'est tout à fait logique, oui!
Monsieur, vous ne comprenez pas? C'est parce que le réalisateur est bon que la vulgarité fonctionne. Ah, vous savez, moi je suis pas très grand dans le cinéma. Je préfère le MCU, ou des œuvres cinématographiques beaucoup plus attrayantes et moins sensibles que je regarde sur mon téléphone portable avec mes abonnements Netflix, Prime, Disney+, Canal+, Universal+, Paramount+, Plus+. Et en plus, avec ma promotion GoVPN pour 1,99€ par mois, et ben il y a 3 mois qui sont offerts dans le lien en description. Vous pourrez regarder tous les films que vous voulez, avec qui vous voulez, quand vous voulez, et ça va protéger vos données. Et en plus, cerise sur le gâteau, ça va pas vous faire saigner des yeux parce que vous serez satisfait ou remboursé pendant une journée. Ouais. C'est bon? Ouais, amazing. Champion! Bon, bref, au moins ça me choque pas. Ah, vous souriez. Oh, le beau sourire. Oh, vous avez une carie, on vous l'a déjà dit. Ah, ça expliquera un petit peu cette odeur là, cette haleine un petit peu. C'est pas tout frais là-dedans. Oh, vous avez un marteau. J'adore les marteaux. Vous êtes partout. Ouais, ce serait tellement plus simple si le réalisateur était bon. Pour que la vulgarité fonctionne, il faut qu'il y ait un tout et que son propos amène vers une critique de notre société et de notre perversion. Ce que fait le film à sa scène de la fête en exagérant le trait, mais il gâchera son sujet et donc on trouvera ce monde tout simplement grotesque, de façon physique et verbale. La scène des montagnes russes est un parfait exemple que Fredo en a trop fait ou pas assez pour montrer la folie furieuse de la liberté des Russes. Le message est quelque peu désuète, surtout quand tu l'enlèves à la fin. Regardez Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Il va à des excès inimaginables et ça passe parce que pendant ces 3 heures de film, il garde ce rythme effréné et montre dans tous les détails la folie de ce milieu de coursiers en bourse. Après, c'est au goût de chacun. Mais voilà, ce que propose l'idéal dans son aspect cynique du monde de la mode et de ses marques de produits de beauté, c'est qu'il ne va pas au bout de sa démarche et va tout de suite après cette fiesta du samedi soir vers du Claude Lelouch. Des années 2000 à aujourd'hui. Ça devient l'amour et la famille, c'est plus fort que tout, en bâclant complètement son sujet. On aurait dû ressentir ça au moment où ils ont changé leur affiche très provocatrice à une autre plus soft. Vous voyez de la brutalité sur cette affiche? Mais bref, la façon dont Octave conclut son récit de rédemption aurait pu passer. Mais ça arrive je ne sais où et ça veut nous forcer à 15 minutes de la fin à nous attacher à ce personnage qui ne mérite pas d'affection. Il change trop vite de caractère. Et pourtant, on a la même équipe au scénario avec Bec BD, Charlet et Laveigne qui sont connus pour leurs vidéos messages à caractère informatif et leurs films La personne aux 2 personnes. Ils ont une manière d'écrire les dialogues très absurde et qui marche pour moi d'habitude. Mais voilà que se rajoute dans le groupe des scénaristes Yann Le Gall qui n'a travaillé que pour des séries TV et Thierry Gounod qui n'avait rien fait avant. On a quand même 5 gars pour un film comme ça et il n'y a rien qui fait pour qu'ils se raccordent entre eux et qu'ils aient une bonne ligne établie sur ce que disent les personnages. Des fois ça fonctionne, et des fois c'est inapproprié. Ce qui fait que sa narration simpliste nous fait perdre le fil. Et puis le film est un peu trop autobiographique. Vous êtes pas sérieux là? Non, je déconne, tout le monde sait ça. Ok, merci. Ce qui est heureusement ou malheureusement la patte de son auteur. Il met toujours une partie de lui en étant un vrai couteau suisse et en s'attaquant à tous les éléments qui lui viennent, même s'il est en contradiction en liant fiction et réel. On lit un ouvrage de lui pour recevoir une décharge électrique, même si ça peut ne pas plaire à tout le monde. Chaque mot est un coup qui nous assaille. Mais malheureusement, il s'est calmé depuis. Ce qui fait que certains dialogues peuvent faire mouche, mais pas assez à mon goût. La substantifique moelle du satirisme n'est qu'à 50% de ce qu'il peut proposer. Et puis, si tu entends les mouches voler à chaque pause d'une phrase à une autre, ça ne va pas le faire et le rythme n'y sera pas. C'est ce que je préfère, moi, au fond, c'est écrire les dialogues. C'est la phase que je préfère. Trouver la structure, les personnages, l'évolution des personnages, l'histoire, c'est trop dur. Foutre Dieu de cul béni, de dévot, de chiure, de chien. Mais si on regarde l'histoire dans sa globalité, en s'enlevant de l'adaptation dont il est prescrit, on est très proche de ce que proposait 99 francs. On a Octave Parango qui présente son lieu de travail et ses addictions. Puis on a un élément perturbateur qui va le remettre en question et le chambouler intérieurement. Et avec l'aide de ses collègues, il ira attaquer la grande industrie où il a été pendant des années pour enfin vivre pleinement la béatitude. Mais à la différence que sa critique n'est pour moi pas pleinement assumée. C'est la même chose, mais en plus réchauffé,
en moins acide. Et quand tu regardes sa bande-annonce, on n'a vraiment pas eu le même film. Je disais juste, ces deux films sont des films de genre. Il y a une comédie romantique et une satire, c'est pas du tout la même chose. Les deux ont des codes. J'apprécie le mélange des genres, mais là c'est en plein milieu du film et ça détruit complètement ce qu'il a créé avant. Si je veux un film de famille et d'amour, je me remate Itinéraire d'un enfant gâté, qui est royalement moins chiant. Mais scénaristiquement parlant, le fait qu'Octave change grâce à la découverte de sa fille cachée et aussi à cause de ses problèmes de moteur est une bonne idée, mais c'est la façon dont elle est arrivée qui me dérange. C'est vraiment trop... Patron, il manque quelque chose pour terminer l'histoire. Oh, bah, tu lui mets une fille cachée, et pouf, le tour est joué. Et surtout, pouf, le ton du début disparaît pour avoir une comédie dramatique chiante et merdique que tu as déjà vue 1000 fois. Et la relation père-fille est d'une telle niaiserie. Comment veux-tu qu'on s'attache à ce duo en si peu de temps? Je préfère plutôt cette relation père-fille. Fuck you! Là, on est plus proche du réel. Et puis ça n'aide pas quand tu as un autre acteur qui joue le personnage principal et que tu ne peux t'empêcher de faire un comparatif avec la précédente interprétation s'il n'arrive pas à faire mieux que son prédécesseur. Je n'arrive pas à croire l'authenticité du jeu de Gaspard Proust. Pardon, je veux dire Proust. Déjà, quel choix de nom. C'est aussi le fait que sa voix m'agace et qu'il a l'air d'avoir plus de liberté quand il est sur scène. Ma priorité, c'est vraiment la scène, c'est l'endroit où je suis le mieux parce que c'est l'endroit où je suis le plus autonome, où je gère tout de A à Z. Bref, ce Gaspard Proust n'a pas l'énergie dominatrice d'un Jean Dujardin. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais je trouve que sa façon de jouer ne va pas avec ce personnage. Il est trop lisse. Mais sinon, si on regarde les autres acteurs et actrices, Audrey Fleurot rattrape bien le coup et est vraiment celle qui donne la bonne énergie à ce duo. C'est d'ailleurs étonnant parce qu'au fil du récit, je me suis dit que ça aurait dû être elle, la personnage principale. En tout cas, j'ai vraiment apprécié son jeu et son dynamisme alors qu'elle était réellement enceinte. Enceinte de 6 mois. Et vous avez fait faire tout ce que j'ai vu dans le film. Oui. Qu'est-ce qu'on risque? Bon, il y a des fois où ça ne va pas. Mais globalement, c'est passable. On a aussi Jonathan Lambert qui joue une femme trans. Ça peut faire peur, mais ils se sont inspirés d'un vrai fait d'actualité qu'un patron de la mode a changé de sexe pour se rapprocher du domaine des femmes. C'est une révolte. Non, sire. C'est une révolution. Et quand il m'a dit, voilà, imagine, on s'en fout de savoir si t'es un homme, une femme, ou voilà, c'est avant tout un boss et c'est l'autorité qu'il faut jouer. Donc je me suis fait plaisir, j'ai été très autoritaire. Et honnêtement, c'est lui qui a les meilleures répliques. Mais peut-être qu'il manque des scènes pour l'apprécier à sa juste valeur en tant que patronne tyrannique. On peut aussi mettre Anna Maria Bartolomei qui n'avait que 17 ans lors du tournage. Bordel. Disons qu'elle est bien sans plus. Elle se rattrapera avec l'événement. Je n'ai pas envie de dire que c'est à 100% mauvais, mais je trouve que c'est raté. Il y a un manque de grain de folie pour l'apprécier à sa juste valeur. Ça y est, mais pour 50% du métrage. Redescends un peu là. 40% du métrage. Non, tu peux redescendre encore un peu. Bon. 30%, c'est mon dernier mot. En vrai, Beck BD est plus intéressant quand il décortique et détruit le romantisme avec L'amour dure 3 ans que celui-ci qui ne va pas au bout de sa critique du milieu. Et cet homme saint d'esprit dit très bien ce qu'il manque. Alors du jeune, ok. Du sexy, ok. Et tu rêves. Quoi, merde? On est des marchands de rêve, putain! Ce film n'ose pas nous faire rêver, ce qui fait qu'on reste hors de ces critiques qui entrent et sortent vite fait de nos oreilles. Pourtant, le personnage Octave Parango est une représentation parfaite de notre accomplissement à s'autodétruire et à se reconstruire. Ce qu'il est à la fois l'alpha et l'oméga de notre univers englobé par le consumérisme. Il est la représentation de notre système qui se recroqueville sur lui-même en acceptant tous les délires du lobbyisme mondial et en critiquant toutes les zones d'ombre qui ne se remettent pas en question. Oula, calme-toi. T'es plus radical que moi. Tout ça pour dire que je vous conseille de lire les livres de Frédéric Beck BD, ceux qui sont extrêmes et touchants. Bien sûr, ça ne plaira pas à tout le monde, mais ça restera plus ou moins intéressant. Sinon, vous pouvez revoir le film de Jeanne Kounen, 99 francs, qui va peut-être dans tous les sens, mais garde son ton bordélique qui lui a été donné pour bien présenter son sujet sur la publicité. Un film
cultissime. Mais si vous voulez voir des fictions qui traitent mieux le domaine du mannequinat, je vous conseille Le Diable habillé en Prada, qui n'est pas extrême, mais est intéressant sur la relation entre la patronne et ses employés. Ou encore, si vous voulez aller plus dans la critique très abrupte du système de la mode, je vous conseille The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, qui peut déconcerter certains, mais reste quand même une réflexion captivante de cette branche. Et c'est quand même sorti une semaine avant ce film tout minimaliste. Mais bon, ce film est là et nous devrons l'apprécier pour ce qu'il est. Un produit publicitaire mensonger qui m'a quand même coûté 5 balles, bordel de merde. Et je pense que ça ne vaut pas la peine de s'acharner dessus plus longtemps. Vous l'aurez vite vu et vite oublié. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. Et consommez de l'alcool et de la drogue avec modération devant ce film. Et c'est une fin de tournage. Passe-moi le marteau. Ouais, elle est violente, sa critique. Bon, on va pas mettre un mec comme ça dans la liste de nos partenaires, tu me le verras. On veut pas ça. Corté, tu trouves pas que l'on détruit la vie de ces pauvres gens qui sont obligés de vendre nos produits? Mais non, bah, ils s'en remettront avec ce qu'ils recevront. Et le pognon qu'on va se faire sur leur dos, hein? C'est ça la puissance du capitalisme. Allez, serre-moi la pince. Bac plus 12, les gars. Ça, c'est bien vrai. La prochaine fois, dans la vie merveilleuse du sponsoring, ne ratez pas les indomptables guerriers du Red God Legend, des gars qui ont de la poigne. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Ouais, mais t'es un connard.